notre chaîne YouTube aussi, AFP-CNT. Donc vous aurez la possibilité de le revisionner si vous souhaitez par la suite. Très bien. Bon, alors je peux peut-être me présenter. Donc, je m'appelle Léna Valéanou. Je suis doctorante en thèse à l'association et aussi chargée d'études résilience. Donc, moi, je travaille sur la résilience des territoires estuariens aux risques naturels majeurs, en me concentrant plus particulièrement sur 3 estuaires, l'estuaire de la Gironde, l'estuaire de la Seine et l'estuaire de l'Orne. Mais j'ai aussi des missions opérationnelles que l'association me confie et qui sont principalement tournées vers la résilience et la culture du risque aussi. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas l'AFP-CNT, voilà, simplement vous dire que c'est une association de loi 1901 qui a été créée au départ pour réfléchir collectivement sur la thématique des risques naturels. Et en 2022, elle a élargi un petit peu son champ d'activité pour intégrer également la question des risques technologiques dans son périmètre. Donc l'association compte des personnes physiques et morales qui ont des profils assez diversifiés, puisqu'on a à la fois des scientifiques, des professionnels de la gestion des risques, des personnes issues de bureaux d'études ou de collectivités. C'est une association qui est soutenue par le ministère en charge de l'écologie. Et son principal objectif, c'est de porter la culture du risque et la résilience au niveau national, donc à la fois sur le territoire hexagonal, mais aussi au niveau des territoires ultramarins. Et actuellement, son projet associatif est structuré autour de 4 missions et 5 priorités qui sont de justement faire de la journée du 13 octobre un rendez-vous incontournable en matière de prévention des risques, de travailler aussi la résilience des territoires, des organisations et des populations, de mobiliser et animer un réseau d'acteurs ultramarins qui sont particulièrement actifs dans ce domaine-là, favoriser aussi la montée en compétence des acteurs par les formations notamment, et un volet international qui vise à développer des partenariats avec des homologues issus de différents pays pour justement réfléchir eh bien, au sujet de la prévention et de la gestion des risques. Euh, alors pour rentrer un petit peu plus dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, comme vous le savez, on vit dans un contexte qui est assez instable, incertain, volatile, risqué. Donc beaucoup d'acteurs des territoires essayent de réfléchir à comment ils peuvent anticiper la survenue d'un événement qui pourrait les déstabiliser, faire face à cet événement et ensuite se relever si jamais ils y ont été confrontés. Donc, j'imagine que vous avez suivi un petit peu l'actualité des dernières semaines ou des derniers mois. Mais bon, on peut citer quelques exemples comme l'incendie qui a eu lieu dans le département de l'Aude, ou encore la vague de chaleur qui a frappé une grande partie du territoire français cet été. Donc en fait, ce sont des événements qui ont vocation à se répéter à l'avenir et qui montrent la nécessité de structurer un cadre opérationnel qui soit solide et qui permette bah, de réduire la vulnérabilité des territoires et de renforcer leur résilience par rapport à ces événements. Et donc, c'est l'enjeu d'un outil que l'on souhaite vous présenter à travers ce webinaire, outil que l'on a appelé les clés de lecture de la résilience aux risques naturels et technologiques majeurs. Alors, les enjeux qu'on cherche à poser dans cette présentation, c'est d'abord un enjeu de compréhension de ce qu'est la notion de résilience, qui est fortement mobilisée, avec l'idée de chercher à décrypter un petit peu quels sont ces grands principes et puis de les appliquer au contexte des risques naturels et technologiques majeurs. Découvrir donc cet outil dont je vous parlais, clé de lecture de la résilience territoriale, qui permet de guider les réflexions ou les actions locales sur le sujet. Et puis illustrer ces clés de lecture
par des exemples concrets, principalement issus des actions AFP-CNT, mais pas forcément suivant les différentes clés. Vous le verrez un peu plus loin dans la présentation. Alors, avant d'aller plus en détail sur l'outil clé de lecture en tant que tel, euh, on souhaitait revenir sur la démarche que l'AFP-CNT a menée ces dernières années sur la thématique de la résilience. Et donc, le point de départ de ces réflexions, c'est un rapport qu'on a publié en décembre 2022 et qui visait à recenser les démarches de résilience aux risques naturels et technologiques majeurs. Donc l'état des lieux qu'on y fait n'est pas forcément exhaustif, mais quand même assez complet, puisqu'il y a à la fois des démarches menées à l'échelle française, mais aussi un regard un peu plus international. Et donc ce recensement a permis de classer l'ensemble des démarches recensées en différentes catégories. Donc on a retenu notamment les démarches de reconnaissance, les outils et méthodes de la résilience, les démarches d'accompagnement, les stratégies, et puis un dernier volet, tout ce qui relève des formations, formation-action, ou encore la mise en réseau. Et donc c'est un recensement qui a permis de mettre en place des premiers axes de travail sur la résilience à la FPCNT et de les développer sur une période de 3 ans, donc entre 2022 et puis 2025, où différents travaux ont été lancés, des travaux d'échange, de réflexion, d'approfondissement sur la notion de résilience, mais aussi sur son application à la prévention des risques naturels et technologiques. Donc, ces travaux se sont inscrits dans le phasage qui s'affiche sur la partie droite de la diapo, avec d'abord des travaux préliminaires, ensuite des travaux exploratoires et enfin des travaux de consolidation sur le sujet. Alors, peut-être juste illustrer par 2 exemples un petit peu de travaux qui ont été menés sur cette période des 3 années. Le premier exemple, donc, c'est un panorama vadémécum des démarches de reconnaissance de la résilience, qui correspond à une étude qui a été menée par le Haut Comité français pour la résilience nationale et l'association Résilience pour le compte de la FPCNT, publiée en septembre 2023 et qui visait à dresser un panorama des démarches de reconnaissance et définir un vadémécum pour chaque type de démarche identifiée. Et donc, par démarche de reconnaissance, nous, ce qu'on a inclus dans le périmètre, ce sont notamment les labels, les audits, les marques ou encore les certifications. Donc, de ce panorama ressortent une centaine de démarches qui ont été classées selon les risques et les secteurs de résilience auxquels elles se référaient. Donc, c'est ce que vous pouvez voir sur le cercle coloré et puis le tableau qui apparaît sur la diapo. Donc, en fait, les différentes démarches ont été ventilées selon ces 2 caractéristiques, risque et puis secteur de résilience, pour en avoir une visibilité un peu plus large. Et 30 de ces démarches ont fait l'objet d'une fiche un peu plus détaillée, mais qui reste quand même synthétique, parce que on les considérait comme particulièrement intéressantes. Donc on peut citer à titre d'exemple le label Écoquartier ou la reconnaissance du bouclier bleu pour tout ce qui est biens culturels et patrimoniaux. Donc si vous souhaitez avoir plus d'informations sur cette action-là, vous aurez la possibilité de consulter le rapport en cliquant sur le diaporama que je vous transmettrai dans quelques jours ou sur notre site directement. Et puis un autre exemple d'action résilience menée par la FPCNT ces dernières années, c'est un recensement des outils et des méthodes de la résilience qui a été réalisé par l'association Résilience pour le compte de la FPCNT et qui visait à recenser des outils ou des méthodes particulièrement innovants sur le sujet de la résilience pour avoir une vision d'ensemble de ce qui existe déjà et puis ensuite, pourquoi pas identifier des manques
relatifs à ces outils et ces méthodes-là. Et en même temps, ça nous permettait de voir un petit peu quels étaient les acteurs impliqués dans la résilience territoriale. Donc, on a recensé à travers cette étude 55 outils et méthodes qui, eux aussi, ont été classés en différentes catégories. Donc, on a retenu les bases de données, les outils de repérage, les outils pédagogiques, les outils d'évaluation et puis les outils plutôt pratiques, donc tout ce qui est guide, par exemple. Donc, parmi les outils phares, on peut citer la boussole de la résilience du CEREMA ou le calculateur de la résilience alimentaire qui a été développé par l'association Les Greniers d'Abondance ou le kit résilience développé par le département de la Gironde. Et en plus donc, de ce recensement des outils, l'étude a permis de mettre en lumière différents enseignements un peu transversaux. Donc, par exemple, on a souligné le fait que les collectivités sont quand même les principales cibles de ces outils et méthodes-là, et certaines sont d'ailleurs particulièrement actives. On citait le département de la Gironde, c'est un exemple, mais il y a aussi la métropole de Lyon, et puis d'autres encore. Et parmi les enseignements, il y avait aussi le fait que finalement, on se rend compte que ces outils et méthodes qui existent sont pour beaucoup euh, disponibles en accès libre et collaboratif, ce qui facilite justement l'appropriation en fait par les acteurs et ça encourage aussi l'innovation pour d'autres acteurs qui n'auraient pas forcément encore mis en œuvre d'outils, mais qui souhaiteraient en développer pour leur propre territoire. Donc là encore, si vous souhaitez consulter le rapport, ce sera tout à fait possible, comme pour l'étude précédente. Donc on a vu quelques exemples de travaux qui ont été menés par l'association sur la thématique résilience. Et en fait, à partir de l'ensemble des travaux réalisés, l'idée de l'AFPCNT, sa volonté, c'était de faire émerger une vision de la résilience aux risques naturels et technologiques majeurs qui soit propre à l'association. Donc pas forcément une définition universelle, mais une définition qui pose quand même quelques éléments assez ouverts, mais qui permettent de se rapporter à la notion de résilience. Donc les objectifs étaient ceux-ci, de clarifier le concept, que l'association se positionne dessus, puisqu'elle, comme je le disais en introduction, le développement, le renforcement de la culture du risque et de la résilience sont au cœur de ses activités. Autre objectif, fédérer les acteurs et puis définir un cadre d'orientation pour des futures actions que l'asso pourrait conduire. Donc pour atteindre ces objectifs, on a utilisé la méthode suivante. D'abord, on a sélectionné un panorama en fait, d'articles scientifiques, de contributions académiques assez importantes en matière de résilience pour en extraire des principes assez généraux et puis les synthétiser. Ensuite, en parallèle, on a aussi synthétisé les enseignements des différents travaux AFPCNT sur la résilience menés sur cette période 2022-2025, ce qui nous a permis, en croisant les deux, d'identifier des caractères transversaux à ces différents travaux et de proposer ensuite des clés de lecture. Donc on en a identifié 7 clés de lecture de la résilience aux risques naturels et technologiques majeurs. Clés qu'on a ensuite mises en discussion lors de différentes consultations, à la fois une consultation interne auprès des membres du conseil scientifique de l'AFPCNT, mais aussi des consultations externes auprès d'experts du domaine, d'experts résilience et puis de quelques opérationnels qui mobilisent cette notion dans leur pratique. Donc, je vous le disais, nous avons identifié 7 clés de lecture de la résilience aux risques naturels et technologiques majeurs, donc que vous voyez apparaître ici. Première clé, promouvoir une approche systémique et une vision globale. Rechercher une trajectoire soutenable inscrite dans un récit. Prendre en compte les différentes temporalités.
croiser les dimensions individuelles et collectives, mener des actions territorialisées, co-construites, signifiantes et concrètes, combiner des approches bottom-up et top-down, et enfin considérer la dimension humaine. Alors, dans le cadre de cette présentation, je développerai 2 clés en particulier, mais si vous souhaitez découvrir les 5 autres clés qu'on a identifiées et approfondir un petit peu plus le sujet, bah, je vous invite à consulter le livrable qui est déjà disponible sur notre site. Alors, une petite précision pour chaque clé de lecture que je vais développer juste après, pour que vous compreniez bien la présentation, on l'a pensée de la façon suivante. D'abord, on revient sur une courte présentation, donc un peu la définition de la clé de lecture et puis voilà, quelques éléments de contexte. Ensuite, on vous présente la synthèse des apports des travaux FPCNT qui sont relatifs à cette clé de lecture. On l'illustre par un exemple concret tiré des activités de l'association. Et enfin, on ouvre sur des perspectives, des orientations qui permettent de guider des actions futures plus concrètes. Alors, la première clé de lecture que je souhaite vous présenter, c'est la clé de lecture qui vise à prendre en compte les différentes temporalités. Alors, sur cette diapo, vous voyez, on peut mettre en regard l'approche classique de la gestion des risques et l'approche résilience. En gestion conventionnelle des risques, on va avoir tendance à raisonner selon les 3 temporalités, donc avant, pendant et après l'événement. Alors que selon un raisonnement voilà, qui s'appuie sur la résilience, bah, on se rend compte que la résilience prend bien sûr en compte ces 3 temps, mais elle s'affranchit un petit peu de ce séquençage pour se développer sur les différentes échelles de temps, mais dans une approche qui est plus globale et aussi multirisque, et qui vise à anticiper, faire face et puis rebondir après un choc ou une perturbation. Donc c'est un petit peu plus large. Autre différence qu'on peut noter entre ces 2 approches, en gestion classique des risques, on a tendance à se focaliser plutôt sur le volet préventif et la récupération de court terme, tandis que en approche résilience, on on privilégie plutôt des ajustements structurels qui se font sur le long terme parce que plus profonds et qui comportent des réponses anticipées et efficaces justement sur ces temporalités longues. Et enfin, autre différence, l'approche classique des risques se centre plutôt sur des aléas naturels et technologiques spécifiques, ce qui est le cas aussi pour la résilience, mais en résilience, il y a aussi un volet incertitude qui est important et qui est pris en compte dans cette approche-ci. Donc on a notamment des incertitudes sur la nature des perturbations ou des chocs, leur intensité, le moment de survenue, par exemple. Au niveau des apports AFPCNT sur cette clé de lecture, on distingue les apports côté citoyen et puis les apports côté professionnel de la gestion des risques, puisque des enquêtes ont été menées sur le sujet euh, en direction de ces 2 cibles. Donc si on commence par les citoyens, ce qu'on constate à travers les enquêtes, c'est qu'ils ont tendance à, alors, déjà, quand on les consulte sur la notion de résilience en tant que telle, sans l'associer à la question des risques majeurs, on se rend compte que pour eux, la résilience renvoie le plus souvent à l'après, puisqu'ils vont avoir tendance à utiliser des termes comme surmonter, rebondir, renaître, par exemple. Donc c'est plus l'après que l'avant d'un événement. Mais dès lors qu'on recontextualise la notion de résilience au domaine précis qui est celui de la gestion des risques, eh bien, on se rend compte que les citoyens interrogés ont tendance à prendre davantage en compte la phase amont d'un événement, parce que pour eux, bah, la prévention, c'est quelque chose qu'ils considèrent comme important, parce qu'elle fait écho à la connaissance des risques présents sur le territoire, à la connaissance des bons comportements associés. Euh, et puis, on remarque aussi qu'ils comprennent la résilience à la fois à court terme et à long terme,
mais c'est tout de même le court terme qui est davantage mis en avant à travers les réponses des enquêtés. Si on examine maintenant le point de vue des professionnels des risques, on remarque qu'ils mettent bien en avant le cycle complet de la catastrophe, puisque là aussi, ils prennent en compte les trois temporalités d'un événement. Pour eux, la phase amont est importante et ils vont avoir tendance à utiliser des termes comme adaptation, anticipation, prévention. Il y a aussi la phase de confrontation à l'événement et puis enfin la phase post-événement qui pour eux est importante parce que elle permet de mettre à l'épreuve les capacités de résilience d'une population, d'une organisation ou d'un territoire. Euh, les professionnels considèrent aussi que les réflexions de temps long sont importantes et sont à prendre en compte en priorité. Euh, et puis, ils estiment aussi que la phase de confrontation à un événement passé favorise la résilience vis-à-vis d'événements futurs. On a cherché à illustrer cette clé de lecture par un exemple euh, qui est donc l'organisation d'une table ronde franco-italienne organisée par la FPCNT en partenariat avec la FPS, l'Association française parasismique. Donc cette table ronde avait pour objectif euh, d'étudier en fait la thématique du mieux reconstruire en focalisant les propos sur le risque sismique en particulier. Mais ce qu'elle a permis de faire émerger, c'était justement cette question des temporalités, puisque donc deux exemples de séismes ont été évoqués. Le séisme de l'Aquila en Italie, qui est survenu en 2009, et puis le séisme du Teil, survenu en 2019 en France. Et justement, sur ce dernier exemple, il permet de bien mettre en avant cette question des temporalités, puisque euh, dès, en fait, à l'issue de l'événement, des actions de court terme ont pu être mises en place, donc comme par exemple le fait de porter secours aux habitants ou de prendre en charge leur hébergement. Donc c'est des actions très concrètes qui ont été mises en place dès le lendemain du séisme. On peut noter qu'à moyen terme, la commune du Teil et l'État ont signé un projet partenarial d'aménagement, pardon, pour faciliter l'accès aux dispositifs d'aide nationaux existants. Et puis sur le long terme, cet exemple du Teil euh, met en avant la place de la mémoire et il montre que cette mémoire, euh, lorsqu'elle est accompagnée d'une information préventive, c'est un vecteur de renforcement de la culture du risque et c'est quelque chose qui peut se faire justement sur le long terme. Donc c'est un exemple qui illustre bien les trois phases de l'événement et donc cette clé de lecture temporalité. Donc on a souhaité aller un petit peu plus loin en réfléchissant à des perspectives en termes de temporalité. Alors juste pour préciser, ce ne sont pas des propositions d'action en tant que telles, plus des orientations qui permettent ensuite de réfléchir à des actions concrètes sur le sujet. Mais donc on a distingué des propositions d'orientation vis-à-vis des citoyens et puis vis-à-vis des professionnels de la gestion des risques. En ce qui concerne les citoyens, donc on propose de poursuivre le travail déjà engagé sur la mémoire sociétale des événements pour la développer et puis en faire un moteur de l'action. Et puis d'expliciter les différences et les liens qui peuvent exister entre culture du risque et résilience, parce que voilà, même si ce sont deux notions complémentaires, elles ont chacune quand même leurs apports. Et donc, le fait de faire un travail là-dessus plus précis permettrait de mieux les expliciter pour mieux les mobiliser. Et dernier point, dernière proposition à destination, donc cette fois-ci des professionnels de la gestion des risques. L'idée serait de poursuivre les travaux à FPCNT sur le mieux reconstruire en l'intégrant dans une approche multirisque et en mobilisant les différentes temporalités, à la fois l'avant et l'après, et donc avoir vraiment cette approche globale du territoire.
Autre clé de lecture que je souhaiterais vous présenter, donc il s'agit ici de croiser les approches individuelles et collectives. Euh, alors bon, juste pour rappel, l'approche individuelle va renvoyer plutôt aux actions que les individus mettent en place pour renforcer leur capacité à réagir en cas de situation un peu déstabilisante pour eux. Tandis que l'approche collective, ce sont plutôt les actions coordonnées euh, entre les différents acteurs qui favorisent la collaboration entre eux et qui leur permettent de faire face, d'anticiper, de faire face et de rebondir à la suite d'un événement. Alors, dans une recherche de résilience, ce sont deux approches qui sont complémentaires. Et en fait, le passage de l'une à l'autre va s'effectuer à travers la notion d'engagement. C'est vraiment cette notion-là qui favorise le passage de l'approche individuelle à l'approche collective. On va passer d'un individu isolé qui met en place des actions à ce même individu, mais qui évolue au sein d'un groupe et qui s'implique activement avec le groupe pour mettre en place des actions collectives. Pourquoi pas au travers d'une association, par exemple. Et d'ailleurs, le tissu associatif illustre bien cette clé de lecture et cette notion d'engagement, puisque les associations qui mobilisent des bénévoles, donc voilà, il y a des bénévoles qui s'impliquent activement dans les activités de l'association et qui vont évoluer aux côtés des salariés et des bénéficiaires des actions. Donc on a aussi un volet collectif très fort. Et on retrouve aussi ces deux approches en phase de relèvement post-catastrophe, euh, parce que euh, on va avoir d'un côté un individu qui subit un choc, un traumatisme, parce qu'il vient d'être confronté à un événement. Donc là, c'est plutôt le côté individuel qui ressort. Cette personne a des ressentis, des pensées qu'elle va pas forcément partager tout de suite au collectif, mais c'est plus par des démarches d'écoute ou des actions de solidarité qui sont menées à l'égard de cette personne, qu'elle va avoir tendance à s'ouvrir davantage et rejoindre justement le groupe pour passer plus facilement à l'action. Donc on voit que la dimension collective, elle est quand même très importante et la composante sociale aussi en matière de résilience. Alors, en ce qui concerne les travaux, les apports des travaux FPCNT, on a distingué là aussi le point de vue des citoyens et puis celui des professionnels de la gestion des risques. Si on commence par le point de vue citoyen, pour eux, en fait, ils ont tendance à appréhender la notion de résilience par le prisme individuel, puisqu'ils l'appréhendent davantage au travers du champ de l'intime, donc notamment les sphères de la psychologie ou de la santé, et pas tant le domaine de la gestion des risques naturels et technologiques. Ils l'associent assez peu en fait à ce domaine-là. Donc pour eux, c'est plutôt une notion individuelle en fait, la résilience, plus individuelle que collective. Lorsqu'on les questionne uniquement sur le concept. Si on recontextualise là encore la notion de résilience et qu'on la replace dans le domaine de la gestion des risques, là les réponses sont un peu différentes puisqu'on se rend compte que les enquêtés, les Français, associent plus volontiers la notion de résilience à, à une dimension collective parce que quand on les questionne sur les acteurs qui, selon eux, sont particulièrement importants en matière de résilience, ils vont avoir tendance à citer les forces de l'ordre, les pompiers, l'État ou encore les hôpitaux, qui sont des acteurs plutôt associés au secteur public. Euh, L'enquête aussi a permis de montrer que pour les citoyens français, la résilience mobilise différentes ressources. Donc ça peut être des ressources personnelles qui évoquent un peu les croyances ou les valeurs des individus, des ressources sociales, donc tout ce qui est lien familial, lien avec la communauté, des ressources matérielles, économiques ou encore techniques. Mais on observe quand même une différence entre la façon dont ils perçoivent et comprennent
le concept de résilience avec les comportements adoptés dans les faits, puisque les citoyens admettent qu'ils sont très peu engagés dans des structures associatives, très peu impliqués dans des actions de prévention ou de résilience. Donc ça appuie la difficile mise en pratique de cette notion-là. Mais pour autant, ils soulignent quand même à travers leurs réponses qu'ils ont la volonté et un désir fort de s'impliquer au quotidien dans des actions ou des projets qui s'inscrivent dans une logique de résilience. Euh, Au niveau des professionnels de la gestion des risques, pour eux, la notion de résilience est pertinente dans la phase amont d'une perturbation. Euh, Donc ça fait écho à ce qu'on évoquait un petit peu plus tôt dans la présentation, mais ils utilisent des termes connexes qui font référence à cette phase de l'événement ou de la perturbation. Ils considèrent que les comportements et les modes d'action de la résilience sont aussi bien individuels que collectifs, que la résilience suppose des relations, des interactions, des connexions entre les individus, les organisations, les groupes, les collectifs. Et puis, ils ajoutent que la résilience s'adresse à des bénéficiaires qui sont très divers, très nombreux. Donc, il peut s'agir de la population ou d'organismes, de territoires divers. Donc, pas mal d'acteurs qui sont ciblés et qui permettent là aussi de retrouver cette dimension collective de la résilience. Un exemple concret pour illustrer cette clé de lecture, c'est un projet qui s'intitule Culture du risque et sécurité civile. Anne-Sam nous l'est paré, qui porte ce nom parce qu'il a vu le jour au départ à La Réunion. Donc maintenant, il est transposé aussi à l'Hexagone, mais c'est un projet en fait qui vise à faire monter en compétence les acteurs associatifs pour qu'ils aient un appui assez significatif en cas d'événement. Euh, donc, c'est un exemple qui illustre les dimensions individuelles et collectives, puisque là encore, les bénévoles qui sont impliqués au sein d'une structure associative vont imprimer de leur marque les activités de l'association et évoluer aux côtés des salariés, des autres bénévoles et puis des bénéficiaires des actions. Donc on retrouve ici cette idée d'un passage de l'engagement individuel des bénévoles à une implication collective au sein de la structure associative, engagement qui englobe aussi les salariés et puis les bénéficiaires des actions. Donc ces deux aspects, engagement individuel et implication collective, sont majeurs pour développer la résilience et bien mis en lumière à travers cet exemple. Donc là aussi, on a souhaité mettre en lumière quelques perspectives d'orientation sur cette question de l'individuel et du collectif en matière de résilience, en distinguant donc des actions, enfin des orientations plutôt à destination des citoyens et puis des orientations plutôt à destination des professionnels. En ce qui concerne les citoyens, donc ce qu'on propose, c'est de poursuivre le déploiement du projet interassociatif pour mobiliser les ressources sociales au sein de la société civile, d'investir aussi une échelle qui est peut-être moins explorée, qui pourrait être celle du village ou du quartier, par exemple, et de considérer cette échelle-ci comme une ressource face aux risques majeurs. Et puis en troisième point, plutôt une orientation à destination, cette fois des professionnels, mais non spécialisés en matière de prévention et de gestion des risques, qui serait de concevoir des actions euh, destinées à mobiliser le secteur privé, donc les entreprises, les commerces, les professions libérales, les mobiliser à travers des exercices collaboratifs de mise en situation, par exemple. Alors, comme je vous le disais, dans le cadre de cette présentation, voilà, je suis revenue sur deux exemples de clés de lecture en particulier, mais donc vous avez la possibilité de découvrir aussi les 5 autres clés si cela vous intéresse en consultant notre livrable sur le sujet. Mais simplement pour vous dire que
ce sont des clés qui ont émergé des différents travaux qui ont été présentés ici à FPCNT, académiques. Donc, elles ne sont pas universelles, mais elles se présentent plutôt comme des repères qui permettent d'orienter à la fois les futurs travaux de la FPCNT sur la résilience, mais aussi, pourquoi pas, les actions ou les projets des acteurs locaux qui œuvrent dans le domaine. Donc, ce sont des clés qui sont assez complémentaires. Elles se complètent mutuellement, mais elles ne sont pas nécessairement exclusives. Donc, c'est-à-dire qu'on peut les mobiliser euh, de manière différenciée en fonction des contextes, des spécificités des territoires, voilà, des enjeux, des défis à relever. Donc, leur poids va avoir tendance à varier en fonction justement de ces contextes, de ces enjeux qui ont été identifiés préalablement. Euh, Ce qui fait que certaines clés peuvent avoir une place un peu plus importante que d'autres lorsqu'on approche un territoire en fonction justement de ses spécificités, de ses enjeux, de ses caractéristiques propres. Donc c'est ce qui est représenté un petit peu sur le schéma que vous voyez sur la diapo. Euh, En fait, ce schéma représente deux systèmes territoriaux, donc un violet et un orange, qui sont approchés par les clés de lecture. Et en fait, il permet de visualiser comment l'angle de vue de chaque clé de lecture peut varier en fonction du cas que l'on étudie. Donc certaines clés peuvent se croiser ou non, et puis le croisement n'est pas forcément le même en fonction du système territorial que l'on étudie. Euh, voilà, j'en arrive à la fin de ma présentation. Donc déjà, merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je crois qu'on a encore un peu de temps pour échanger ensemble. Donc si vous avez des questions ou des réactions, n'hésitez pas soit à prendre la parole, soit à les inscrire dans le chat. Je vais peut-être juste arrêter le partage d'écran pour consulter le chat, car je ne sais pas si des questions ont été posées. Et en tout cas, si vous souhaitez prendre la parole oralement, je vous propose de lever la main d'abord, et ensuite vous pourrez activer votre micro. Alors, je vois une question dans le chat. Euh, oui, question par rapport au projet interassociatif Ansam nous les parés, donc qui a débuté à La Réunion et puis qui est maintenant aussi transposé dans l'Hexagone. Où en est-on de ce projet? Alors, c'est un projet qui est justement en train d'être travaillé. Euh, alors, je crois que Bernard Guézot suivait la présentation. Je ne sais pas si Bernard, tu veux apporter quelques compléments par rapport à ce projet parce que je crois que tu le suis de plus près. Oui, je ne suis pas directement, mais je peux dire la FPCNT travaille sur ce projet avec la ville de Paris et avec La Rochelle, je crois. Voilà, mais je n'en sais pas plus parce que je suis plutôt ce projet côté Outre-mer que côté Hexagone. D'accord. Merci Bernard. Une question toujours sur le projet. Ansam nous les parés, sous quelle forme a-t-il été transposé? Euh, alors, ce sont plutôt des formations à destination des acteurs associatifs. C'est plutôt abordé sous l'angle de la formation. Bonjour, je pose Oui, la question bonjour Frédéric. Oui, je t'en bonjour prie. Léna, verbalement. Concernant
dans la phase de relèvement, tu as évoqué les démarches d'écoute. Oui. Donc à ce sujet-là, est-ce que vous avez exploré, disons, le cadre de ce travail, des méthodologies, disons, pour créer un espace d'écoute qui soit favorable à la confiance, avec notamment une dimension de confidentialité ou de gestion de confidentialité et gestion, disons, de la transparence? Mm. Merci. Alors sur ce sujet précis, alors justement c'est bon, Bernard, tu me diras si je me trompe, mais je ne crois pas que c'est quelque chose qui a encore été exploré en profondeur à l'association. Mais justement, ça nous semblait intéressant, donc c'est pour ça qu'on l'a mis dans les prolongements, enfin plutôt dans la partie perspective, comme élément sur lequel peut-être axer les efforts par la suite, justement euh, avec l'idée d'aller vers plus de concret, parce qu'on a présenté donc ces clés de lecture avec des perspectives d'orientation, mais ça reste un petit peu théorique encore, donc l'idée dans cette seconde phase qui s'ouvre maintenant et qui consiste à opérationnaliser un petit peu plus toutes ces réflexions, c'est plutôt dans un second temps en fait qu'on va réfléchir concrètement à comment mettre en œuvre, par exemple, cet aspect que tu évoques. Merci. Stéphanie qui dit qu'elle n'a pas très bien compris quelles étaient les sept clés. Alors, je ne sais pas si vous avez pris en cours. À un moment, elles apparaissent sur une diapositive sous la forme de différents cercles colorés. Donc, bah, peut-être que lorsque je vous transmettrai le support de présentation, vous aurez la possibilité de voir plus en détail justement ces sept clés. Mais bon, pour rappel, il y avait l'approche systémique, les approches individuelles et collectives, les approches bottom-up, top-down, euh, les différentes temporalités, la dimension humaine et le fait de mener des actions territorialisées, co-construites et que l'on peut évaluer. Concernant l'action de développement de la mémoire des sinistres, est-ce que des actions ont été déployées en direction des services d'archives? Alors, Florian Giraud, pour vous répondre, euh, en direction des services d'archives, précisément, je ne saurais pas répondre. Par contre, c'est un aspect qui a été traité à la FPCNT par la réalisation de différentes capsules de témoignages de personnes sinistrées, donc que ce soit des personnes vulnérables comme des personnes âgées ou des personnes vivant dans des établissements hospitaliers et qui ont été confrontées à des événements. Donc il y a eu ce volet-là, en fait, qui a été notamment réalisé à l'association. Frédéric Lambert, vous évoquiez donc un document qui était distribué par le gouvernement à tous les Français. Est-ce que vous pouvez préciser de quel document, à quel document vous faites référence? Il s'agit du kit d'urgence, je pense. Ah, c'est le kit d'urgence. Le kit d'urgence 72 heures, Ah oui, qui devrait être distribué à tous les Français. Alors, je ok. peux t'aider à répondre. Faut-il pouvoir améliorer la résilience de la population? Ben, en tout cas, Au niveau c'est un des guide qui va comportements. sensibiliser la population à disposer de ce kit d'urgence chez elle avec un certain nombre d'objets ou de consignes
et notamment une consigne qui vient d'être rappelée par la Banque centrale européenne très très récemment, qui invite les populations européennes à disposer de liquidités chez elles, d'argent liquide, euh, pour pouvoir vivre 72 heures, notamment liées au risque de cyberattaque. S'il y a des cyberattaques, on peut être privé d'accès aux distributeurs d'argent. C'est ce qui et donc, voilà, des recommandations qui seront faites au travers de ce kit d'urgence, être capable de, pour un foyer, de vivre en relative autonomie, on va dire, pendant 72 heures. Et donc, ça participe de la résilience collective, voilà, que la population puisse subvenir à ses premiers besoins quelques jours en cas de crise majeure, qui peut être une crise, ça peut être voilà, un problème informatique, un blackout informatique, un blackout électrique, comme ça s'est produit en Espagne d'ailleurs il y a quelques mois, je crois. Voilà, oui, donc ça va quand même dans le bon sens de sensibiliser aux gens, d'être capable aussi de se prendre en charge quelque temps face à une crise assez globale qui peut toujours se produire. Mm. Merci Bernard. Il y a aussi une question sur l'approche bottom-up et l'approche top-down. Qu'est-ce qu'on entend par là? Euh, Bon, alors là aussi, il sera possible de voir plus en détail dans le rapport, mais pour répondre, euh, en fait, donc nous, l'approche top-down, on l'a définie comme une approche en provenance des échelles de gouvernance supérieures qui s'impose ou se transpose à un niveau plus local. Donc c'est plutôt une approche voilà, institutionnelle qui mobilise voilà, des échelons d'expertise un peu plus techniques. Alors que l'approche bottom-up, elle va traduire plutôt des initiatives qui émergent à un niveau local et qui ont justement vocation à être valorisées au niveau supérieur de gouvernance ou d'organisation. Et en fait, selon cette approche bottom-up, on va se concentrer davantage sur les ressources, les savoir-faire locaux, les traditions, enfin la culture euh, euh, locale du territoire. Donc, ce sont des choses qui sont valorisées. Et puis, nous, ce qu'on cherche à euh, exprimer dans le rapport à travers cette clé de lecture, c'est de dire que peut-être que ces approches bottom-up, donc qui proviennent plus du territoire et de l'échelon local, sont un peu moins développées. Donc l'idée serait de leur donner peut-être plus de poids, mais de veiller quand même à équilibrer euh, ces deux approches. Faire en sorte que, oui, de trouver un bon équilibre entre ces deux approches, et c'est ce que l'asso cherche à faire à travers ses actions. Florian Giraud qui dit: Je pense qu'il pourrait y avoir des pistes de travail intéressantes entre votre association et l'Association des archivistes français ou le SIAF, peut-être avec le BBF. En effet, les archives collectent des éléments côté institutionnel qui peuvent être réexploités ensuite. La collecte systématique et la mise à disposition de ces éléments ensuite pourraient être intéressantes à creuser avec le lien document institutionnel et production des structures associatives. Oui, tout à fait, d'autant que je crois qu'on a des liens avec le bouclier Bleu France et aussi l'association travaille sur la question du patrimoine. Euh, voilà, on a certains salariés ou bénévoles qui sont impliqués sur le sujet, donc effectivement, il pourrait y avoir des connexions et des développements à ce propos. Oui, Lisa Noué, vous souhaitez intervenir? Euh, alors, je ne vous entends pas, Lisa. Je ne sais pas si c'est que de mon côté.
Je ne vous entends pas. Désolée. Ah, d'accord. Très bien. Lisa Noé, qui est membre du Bouclier Bleu. Bah, merci de le signaler. Et effectivement, c'est Virginie Perroma, notre collègue, qui travaille plus particulièrement sur la question du patrimoine et le sujet des archives. Alors, je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Euh, Si vous souhaitez prendre la parole librement pour vous exprimer, n'hésitez pas. On a encore quelques minutes aussi pour des échanges. Les financements. Stéphanie, pardon, est-ce que vous pouvez préciser votre question sur les financements? Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour. Oui, sur les financements, parce que il peut y avoir des mises en place de projets de type tiers-lieu dans les quartiers, avec une interaction entre toutes ces associations, les organismes et les entreprises, travaillant sur la résilience, l'adaptation, l'atténuation, etc. Par contre, nous, on était partante pour monter un projet. On s'est heurté à la problématique du financement avec beaucoup de dépendance sur les subventions et on sait très bien à l'heure actuelle que les budgets Mm. sont pas du tout fléchés vers ça. Du coup, c'était pour avoir une idée. Bon, même si je suis membre de la FPSCNT, j'ai une petite idée, mais peut-être que vous, en ayant ce regard un peu de doctorante, vous avez des idées, des pistes de ce qui pourrait être fait comme financement, comme piste de financement pour ces initiatives. Mm. Euh, c'est vrai que la question des financements, c'est un sujet délicat, mais après, moi, j'aurais tendance à dire que, enfin, il est possible de mettre en place certaines actions sans forcément avoir des financements très importants et pour autant, les actions seront quand même efficaces. Euh, euh, je ne sais pas si j'ai un exemple précis, mais en soi, chaque territoire a déjà des ressources sur lesquelles il peut s'appuyer, déjà des procédures en cours. Euh, donc je pense que en partageant peut-être avec d'autres territoires, il peut développer un petit peu, enfin s'inspirer de ce qui peut exister par ailleurs et puis le mettre en place à son propre niveau. Mais par exemple, on évoquait aussi dans la présentation la question des outils et des méthodes. Euh, je le disais, un des enseignements de l'étude qui a été menée, c'est que ces outils et méthodes ont pas, enfin, sont pour beaucoup disponibles en accès libre, euh, facilement accessible. Donc, un acteur qui serait intéressé de développer un outil de résilience sur son territoire, il a la possibilité de regarder ce qui existe, de s'en inspirer et puis de, pourquoi pas, proposer quelque chose, faire évoluer un outil ou alors en proposer un nouveau qui répondrait ensuite à son contexte. Mais ça nécessite pas forcément de moyens trop importants. Euh, Peut-être plus des moyens humains pour ensuite faire vivre un petit peu l'outil qui a été développé et l'animer et faire en sorte qu'il perdure, qu'il soit pas complètement euh, délaissé dans le temps. Euh,
Je disais ça dans le sens où pour coordonner une structure Oui. qui va permettre aux personnes de se réunir, de monter en compétences, de, je sais pas moi, avec des ateliers qui de 72 heures, parce que c'est bien joli d'envoyer un, un bouquin avec marqué ce qu'il faut faire, mais des gens, Mm, il y en a déjà qui savent pas lire, hein. Voilà, il y en a quand même beaucoup de Français qui vont pas forcément comprendre ce qu'il en est et les enjeux, etc. Donc il faut faire de la sensibilisation, des ateliers, des échanges entre justement les anciens qui ont mm, ces compétences de résilience ou de robustesse et les nouveaux, ou les jeunes ou les enfants. Il y a beaucoup de choses à faire intéressantes. Mais après, pour s'y investir, c'est comme partout, hein, si on y met du temps, il faut quand même vivre, quoi. Donc mm, nous, on s'est heurté à cette problématique de trouver des financements parce que on sait que les collectivités, elles ont pas d'argent. Alors après, certaines ont déjà des services qui sont mis en place. Je pense à Bordeaux Métropole, ils ont un service oui. risque climatique, etc. Mais c'est vrai que si on veut, nous, en tant que citoyens, s'investir et créer une entreprise, on s'est heurté dans le business plan pour parler, monter quelque chose pour Mm. vivre, quoi, moi, en moyen humain, à cette problématique de faire appel à des ressources financières. C'est dans ce sens-là que je le disais. Donc je me demandais si vous, avec votre regard en hauteur, vous aviez une idée de qui pourrait dégager de l'argent. En Pas fait, pour les outils, mais pour les personnes qui animent ces outils. Mhm. on ne connaît pas bien votre projet et c'est difficile en quelques minutes de le connaître et vous pouvez nous contacter déjà pour nous présenter votre projet en dehors du webinaire, de voir si on peut vous conseiller, hein, si on peut. Et puis, un conseil quand même, quand on a un projet, c'est de chercher des partenaires. C'est-à-dire qu'avant de chercher de l'argent, en première étape, trouver des partenaires, des personnes qui trouvent le projet intéressant et qui ont envie de supporter ce projet, de l'aider, de l'accompagner. Donc, une première étape, c'est de trouver des partenaires. Et bien ensuite, à partir de ce réseau de partenaires, effectivement, et chercher à trouver les financements comme vous le faites. Mais on ne connaît pas suffisamment votre projet pour vous conseiller de façon très concrète dans le cadre de ce webinaire. Oui, bien sûr. Bah, après, je prendrai contact avec Virginie, puis je verrai si elle peut me mettre en contact avec vous. Comme ça, on peut Oui, en discuter. très C'est un bien. projet qu'on a mis un peu en parenthèse, entre parenthèses, depuis quelques mois maintenant, parce que justement, on s'est heurté à cette problématique. Mes deux collègues avaient, elles, des possibilités de ressources personnelles à travers le fait qu'elles ont des compétences consultantes, mais par rapport à la coordination, par rapport à mon propre cas, qui suis porteuse de projet, sans rentrer dans les détails, je me suis heurtée à cette problématique-là, quoi. Voilà, enfin, on pourra en discuter, oui, je relance, enfin, je lancerai Virginie dessus. Ça marche, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions? Peut-être une dernière, je vois qu'on dépassait un tout petit peu le temps, mais on peut prendre une dernière question. Alors, si pas d'autres questions ou réactions, eh bien, je vous remercie beaucoup pour avoir participé à ce webinaire. Voilà, si des questions émergent par la suite, bah, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter l'association si ce sont des sujets un peu plus généraux. Et juste pour vous repréciser que le replay de ce webinaire ainsi que le support de présentation qui a été diffusé aujourd'hui vous seront adressés dans les prochains jours par mail. Donc voilà, vous aurez la possibilité de revisionner
ou de revoir le support plus précisément, voilà, si vous êtes intéressé. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation et puis votre implication dans les échanges. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à bientôt. Merci encore. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir, merci.